Découvrez comment Desjardins intègre les principes du développement durable et comment cela peut devenir un levier stratégique pour nos fournisseurs. Ce matin, je me réveille un peu dans le berceau du développement durable chez Desjardins. Ah, mais pourquoi? Vous savez, c'est Claude Villeneuve, que vous connaissez sans aucun doute, qui est professeur et aussi titulaire de la chaire en éco-conseil de l'Université de Chicoutimi, qui a poussé dans le dos des dirigeants du mouvement dans les années 90 pour se doter d'une option environnementale. Il a recogné à la porte en 2003 auprès de M. Damour pour qu'on poursuive et qu'on se structure davantage. Et c'est ce qui a donné lieu en 2005, notamment avec le concours de d'autres dirigeants élus, à l'adoption de notre politique de développement durable. Donc, votre région est aussi le berceau pour l'approche en développement durable du mouvement Desjardins. Donc, je voudrais profiter vraiment de rendre hommage à Claude Villeneuve parce qu'un des premiers gestes qu'on a posés, c'est d'appuyer financièrement la mise sur pied de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui forme aujourd'hui des éco-conseillers. On a été d'ailleurs dans les premiers à en engager. Donc, un coup de chapeau à Claude. Aussi, l'autre grande réalisation, et celle-là venait de nos membres, dans le cadre du défi papier, on a encouragé nos membres à faire le passage vers le relevé numérique et Desjardins a pu remettre au nom de ses membres 1 million de dollars en 2015 au projet de la forêt boréale pour la plantation d'arbres qui constituent, comme vous le savez, un puits de carbone très, très important. Donc, on a un beau lien entre Desjardins et votre région et le développement durable. Dans le fond, aujourd'hui, au niveau de ma présentation, ce que vous devez retenir, c'est vraiment une question toute simple. C'est est-ce que votre entreprise, aujourd'hui, a amorcé le virage d'intégrer la dimension environnementale et aussi l'impact social dans son modèle d'affaires? C'est vraiment la seule question. Et que ce soit pour votre entreprise ou pour les organisations dans lesquelles vous œuvrez ou l'influence que vous pouvez avoir sur d'autres, l'important, c'est de véhiculer cette question-là parce que si ce n'est pas amorcé, c'est vraiment grand temps de le faire. Puis je pense que la présentation va vous permettre de réaliser à quel point, le timing est bon, mais surtout que c'est vraiment temps de passer à l'action. Alors, on va traiter un peu des perspectives du développement durable comme source d'opportunités, mais aussi, je vais vous dresser quelle est la contribution à très haut niveau de Desjardins par rapport à cette nouvelle réalité pour le monde des affaires. Donc, en partant en termes de définition, je pense que c'est assez simple. Hein, dans le fond, c'est de s'assurer que dans le développement qu'on a, qu'on se préoccupe, il y a un souci de l'équité dans le développement durable. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on offre aux générations qui vont nous suivre les conditions qui vont leur permettre, elles aussi, ces générations-là, de pouvoir se développer, d'avoir un environnement qui est sain et d'avoir une qualité de vie qui est égale à la nôtre. Puis on sait déjà à travers le monde, c'est pas tout à fait égal. Mais donc, la pensée du développement durable, c'est vraiment de réaliser que notre terre et ses ressources, tout ça est limité et qu'on doit tout mettre en œuvre pour préserver ce qu'on a, pour assurer notre qualité de vie et, somme toute, notre humanité. Ce qui est important par rapport aux trois pôles du développement durable qu'on voit au niveau de la croissance économique, l'inclusion sociale et la protection de l'environnement, il y a une forme de hiérarchie dans ça. Et revenez là aussi, cette hiérarchie-là, parce que souvent, on se pose la question comment conjuguer tout ça. En fait, il y a une finalité, comme je le mentionnais, c'est la qualité de vie des personnes et des communautés. Ça, c'est la finalité. C'est pour ça qu'on le fait, qu'on a une activité économique. L'environnement, c'est une condition. Ça veut dire l'air, l'eau, le sol et tout ce que ça peut produire, c'est nécessaire à la vie. Donc, si on veut avoir cette qualité de vie-là, il faut à tout prix protéger nos ressources et s'assurer qu'elles soient renouvelables. Et l'économique, c'est le moyen. Donc, la finalité, ce n'est pas l'économie, la finalité, c'est le volet social. Donc, finalité, qualité de vie, conditions d'environnement et la donne économique, c'est le moyen pour y parvenir. Donc, il y a une forme de hiérarchie là, dans les trois pôles du développement durable. Et ça, bien, chaque entreprise, chaque chef d'entreprise a vraiment aujourd'hui la responsabilité de faire une réflexion puis de l'intégrer dans son activité économique.
À l'échelle mondiale, il y a eu toutes sortes de choses de développer pour expliquer c'est quoi le développement durable, puis de tenter de définir des programmes pour y parvenir à l'échelle de la planète. Puis là, je commence très large, mais on va ramener ça à notre niveau, là. Et en 2015, à l'échelle internationale, donc à l'échelle mondiale, on a adopté ce qu'on appelle affectueusement les ODD, qui sont les Objectifs du développement durable des Nations unies. Donc, les États, volontairement, bien entendu, sont invités à faire en sorte de poser des actions par rapport à ces 17 objectifs-là. Juste pour vous donner une idée, Desjardins, puis je n'irai pas dans le détail, mais c'est même dans notre rapport de responsabilité sociale, on s'attaque à 12 de ces 17 objectifs. Ça, ce que ça donne comme signal, c'est qu'on est bien aligné par rapport aux préoccupations internationales, mais aussi, c'est qu'on est une entreprise qui a un impact tangible sur toutes ces questions-là, au Québec, mais aussi au Canada principalement, mais même à l'international avec nos activités internationales. Donc, ce que ça nous permet de faire, ce cadre de référence-là, qui est commun maintenant à tout le monde, c'est ce qui est souhaité. D'ailleurs, les États doivent mettre en place des mesures pour les implanter. Le Canada a une structure, une équipe, qui est là pour faire en sorte que ces objectifs-là se déclinent dans les communautés. Il y a un appel à projet actuellement, là, ils vont se faire soutenir par des organismes au Canada pour faire en sorte que ça se rende jusque dans les communautés. Donc, ce que ça nous permet de faire pour ceux qui n'ont pas débuté ou même pour les entreprises qui ont déjà ce souci-là, mais qui pourraient peut-être aller plus loin, c'est un cadre de référence qui vous permet de revisiter la mission, la vision, puis les valeurs de l'organisation. Et ça, ce n'est pas un papier qu'on met sur le mur une fois qu'on les a définis. C'est quelque chose qui devrait vivre dans notre organisation. Ça veut dire que le chef d'entreprise, c'est le premier qui doit s'assurer, s'il a un conseil d'administration, que tout ça vient teinter toutes les activités de l'organisation de façon transversale et non pas juste une unité dans l'organisation. Donc, c'est un bon cadre de référence, puis ça nous permet après ça d'adapter, bien sûr, notre modèle d'affaires. Chose très importante, c'est que tout bouge là, actuellement sur la planète. Pourquoi que ça bouge autant que ça? C'est que la panique est un petit peu prise. Hein? Depuis, là, vous avez vu là, le dernier rapport qui est sorti cette semaine, là. On en a pour jusqu'en 2048 avant que toute la biodiversité soit presque éteinte. Je suis désolée, vous êtes en train de manger, c'est peut-être pas très réjouissant, mais la beauté de la chose, c'est qu'on sait que ça s'en vient. Ça veut dire que tout le monde, à l'échelle internationale, on doit bouger. Tous les indicateurs environnementaux qui auront un impact au niveau social et économique sont dans le rouge actuellement. On parle beaucoup des changements climatiques parce que ça touche l'ensemble de la planète. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est important qu'on pose des gestes. Et là, malheureusement, les secteurs financiers embarquaient très tardivement dans l'enjeu. Je pense qu'il y avait beaucoup de déni par rapport à ça, mais heureusement, depuis une dizaine d'années, avec tout le mouvement de l'investissement responsable qui s'est accru depuis ce temps-là, je dirais que le secteur financier est en train de se mettre à la page. Ce qu'on peut constater, c'est que les multinationales, aujourd'hui, ont de la pression des investisseurs pour intégrer les fameux facteurs ESG, environnement, société et gouvernance. Et ça se traduit par la suite au niveau des transnationales, les grandes compagnies. Tantôt, Nicolas, tu les évoquais. Comme elles ont cette pression-là, ça veut dire qu'il faut qu'ils examinent tout leur modèle d'affaires puis voir quels sont les mécanismes qui sont à la source peut-être des enjeux qu'ils peuvent avoir par rapport à ça, dont la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui voulait être un fournisseur, et c'est souvent le cas pour des grandes organisations, il faut absolument que vous-même, dans votre modèle d'affaires, que vous améliorez vos pratiques parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas vous qualifier comme, je dirais, participant à cette chaîne d'approvisionnement-là. Puis tantôt, je vais vous donner un exemple concret de la chaîne d'approvisionnement de Desjardins, comment ça s'est traduit. Grosse nouvelle aussi, en avril 2019, pour vous montrer que le marché capitaliste est en train d'évoluer. Vous savez que les gouvernements, les municipalités, les entreprises sont cotées par des agences de notation pour qualifier la qualité, dans le fond, de leurs finances. Hein, les institutions financières, on est très exposés à ça. Donc, la firme Moody's, qui est une de ces agences-là, a acquis, au cours du mois d'avril, l'agence de notation Vigeo, qui est une agence de notation qui, elle, cote les entreprises sur les critères extra-financiers. Donc, le financier est couvert, oui,
mais on va aller voir justement quelles sont leurs pratiques au plan social, environnemental et au niveau de la qualité de leur gouvernance. Donc, on a un instrument purement capitaliste qui vient d'acheter une agence de notation extra-financière. Ça, ce que ça donne comme signal, c'est que dans le futur, quand les entreprises qui vont être cotées à la bourse vont vouloir être reconnues, elles vont devoir nécessairement aller plus loin que juste la rentabilité maximale. Elles vont devoir intégrer les critères extra-financiers. Ça fait que ça, c'est important de le comprendre parce que c'est les marchés financiers qui sont en train de bouger. Donc, si vous avez l'intention éventuellement que votre entreprise grandisse et qu'elle soit éventuellement cotée à la bourse, ça va devenir extrêmement important d'avoir intégré ces dimensions-là. Et on sait aussi qu'il peut y avoir des déconfitures ou des enjeux de réputation très importants si on joue le mauvais jeu. Prenez juste Volkswagen, vous voyez, avec la fraude qui s'est faite sur la quantification des gaz à effet de serre générés par leurs voitures. À l'échelle mondiale, ils ont eu une chute boursière extrêmement vertigineuse. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Quand on commence à s'intégrer, quand on commence à intégrer ces dimensions-là, il ne faut pas faire ce qu'on appelle de l'éthique de vitrine, c'est-à-dire d'avoir juste une belle parure. Il faut vraiment que ça s'intègre dans tout ce que l'organisation et l'entreprise fait. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise de s'inscrire dans les principes du développement durable? J'ai pris une petite illustration ici qui est intéressante du groupe Novetic. Déjà, ça va vous donner des pistes sur ce sur quoi les entreprises devraient tabler. Donc, devraient faire des réflexions. On pense notamment à tout ce qui touche la mesure de l'impact environnemental. Est-ce que vous utilisez des technologies propres? Est-ce que vous assurez des conditions de travail qui sont bonnes pour vos employés? Est-ce que vous favorisez la diversité? On parle de plus en plus de la parité. En passant, Desjardins, on s'est donné comme objectif d'ici 2024 dans tous nos conseils d'administration d'avoir la parité au niveau des équipes de direction. 50-50, hommes-femmes, et il ne faut pas oublier toute la question des communautés culturelles. Est-ce que les produits que vous fabriquez sont des produits qui ont des considérations environnementales et sociales? Vous favorisez l'emploi local? Vous êtes ouverte au dialogue pour entendre ce que vous disent vos parties prenantes et vous établissez des mécanismes pour pouvoir justement recueillir leur point de vue? Est-ce que vous luttez contre la corruption? Et finalement, bien, vous assurez que votre entreprise soit pérenne et qu'elle soit en santé financière. Donc, quand on veut contribuer au développement durable, c'est le genre de sujet sur lequel on doit s'interroger. Quel est l'état de votre entreprise par rapport à ces questions-là? Et ça rend ça un petit peu plus complet. C'est un peu comme des standards minimums, ce n'est pas les seuls sujets, mais je pense que quand on couvre ces éléments-là, déjà, là, on a un bon bout de fait. Donc, quand je disais tantôt que c'est une approche transversale, puis là, il faut adapter ça selon la grosseur de l'organisation. Okay? Donc, les bulles qui sont là, ça peut être une seule personne parce que c'est l'entrepreneur qui est le chef d'orchestre de toute son organisation. Généralement, il est appuyé par quand même des équipes. Ça peut être une PME qui a un conseil consultatif. Si c'est le cas, ça serait assez intéressant que vous ayez des gens qui ont des spécialités sur votre conseil consultatif sur ces questions-là. Ça peut être aussi des petites ou des moyennes entreprises qui ont un conseil d'administration. Puis encore une fois, ça serait important sur votre conseil d'administration d'aller chercher des experts dans le domaine pour vous appuyer dans l'évolution du modèle d'affaires de votre entreprise. Donc, quand on dit transversal, c'est-à-dire qu'on doit retrouver au plan de la culture de l'entreprise, je parlais tantôt des valeurs, mais aussi les croyances profondes des personnes que vous engagez. Si vous engagez des gens qui ont cette conscience-là déjà, c'est sûr que ça va aider au plan de l'innovation dans tout ce que vous faites. Et en bout de piste, vous allez bien vous positionner, vous allez avoir probablement aussi une organisation, une entreprise qui est beaucoup plus productive. Mais il faut que ça parte du cœur, là. Il faut voir comment les gens adhèrent à cette nouvelle réalité-là. L'autre élément dont il faut se préoccuper, c'est tout ce qui touche la stratégie, donc les fameuses forces, faiblesses, menaces et opportunités. Quand l'exercice se fait, c'est très important que vous ayez des gens qui puissent vous accompagner dans cette réflexion-là. Puis on l'a vu tantôt, Nicolas nous a exposé des services qui sont rendus par le Centre québécois en développement durable. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus de raison que les entrepreneurs ne soient pas accompagnés dans leur démarche. On a l'expertise au Québec à bien des niveaux et vous en avez en région. Donc, vous êtes vraiment privilégiés de ne pas hésiter là, à recourir à ces gens-là pour faire votre réflexion stratégique. Tout ça va se traduire dans vos pratiques d'affaires,
Donc, autant au niveau du développement de vos produits que de votre marketing, etc. Pratique de gestion, hein, quand on pense à tout ce qui touche la gestion de vos immeubles, votre chaîne d'approvisionnement, la gestion de vos matières résiduelles. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités au niveau des pratiques de gestion, au niveau des ressources humaines également. D'ailleurs, ça m'amène le point de la performance et des incitatifs. Donc, si vous avez des programmes de rémunération incitative dans vos organisations, l'importance d'intégrer des objectifs qui sont liés à ça, parce que ça devient un autre levier pour faire en sorte que l'entreprise passe plus rapidement à l'action. Et finalement, toute la question de la divulgation en matière de développement durable, la transparence, elle est essentielle. Ce que les gens veulent voir pour vous donner le crédit de ce que vous êtes en train de faire, c'est que vraiment vous ayez une approche structurée pour divulguer ce que vous faites avec des cibles, avec un suivi annuel de ce que vous avez accompli. Donc, on ouvre les livres pour démontrer qu'on progresse. Parce qu'en bout de piste, les gens ne demandent pas à une entreprise qu'elle soit parfaite du jour au lendemain. Ce qu'elle demande à l'entreprise, et on va voir tantôt les attentes, entre autres, des consommateurs, c'est qu'ils perçoivent que d'année en année, ça s'améliore. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'il n'y a personne qui nous demande du jour au lendemain de changer ce qu'on est en train de faire. Donc, d'où l'approche transversale là, dans vos réflexions. Autre élément important, vous savez qu'annuellement, on en entend parler beaucoup dans les médias, annuellement en janvier, il y a le Forum économique mondial là, à Davos, où se rencontre tout le gratin du monde capitaliste. Et à l'occasion de cette grande rencontre-là, les grands acteurs gouvernementaux et les grandes transnationales font le point sur les risques à l'échelle planétaire. Pour la première fois en 2019, le top 3 des risques sont liés au changement climatique. 3 choses. La récurrence de plus en plus rapide des événements extrêmes. Ensuite de ça, le risque de ne pas être en mesure de faire face et de mitiger les risques qui sont associés au changement climatique et les désastres naturels. Les 3 autres qui suivent, c'est toute la question de la biodiversité, la perte des écosystèmes et les cyberattaques. Donc, les grands de ce monde, et ça, ce n'est pas des environnementalistes hystériques là, qui nous disent qu'il y a urgence d'agir, c'est le grand rendez-vous mondial du capitalisme qui réalise que ça s'en vient. Alors, ce n'est pas pour rien que les transnationales actuellement, les grandes compagnies, ont tous et toutes, les organismes mais aussi les entreprises, des approches qui intègrent les principes du développement durable parce qu'ils savent que ces éléments-là, si on ne gère pas ces risques-là, éventuellement, ça va nuire à leur profitabilité. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, voilà, ça, c'est au niveau des risques mondiaux. Donc, globalement, je vous les ai mentionnés, vous reconnaissez cette image. Donc, je les ai mentionnés, là, c'est les 3 grands risques à l'échelle mondiale. Là, c'est sûr que les États bougent. Donc, le Canada et le Québec se sont dotés au niveau de nos 2 paliers gouvernementaux, puis les municipalités sont invitées à faire de même. On sait qu'avec l'accord de Paris, les villes et les municipalités sont très interpellées, puis on sait que c'est là où ça risque d'être le plus efficace en autant qu'il y a les conditions, parce que c'est une gouvernance de proximité, plus facile d'embarquer les communautés dans l'action à faire pour aborder ces enjeux-là. Donc, au niveau canadien, et là, on sait qu'on a des enjeux, hein, il y a des réalités qui sont différentes à travers les provinces, mais quand même, le Canada s'est donné une stratégie pour le développement de l'économie à faible émission. Il y a le Camp canadien de la croissance propre. Vous savez que le gouvernement fédéral a mis à la disposition une enveloppe de 700 millions de dollars pour encourager le développement des technologies propres. Donc aussi, comme PME, tout ce que vous pouvez faire pour réduire les impacts environnementaux, réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien, vous avez un marché en or pour les prochaines décennies. Aussi, là, il y a un enjeu, vous avez entendu beaucoup parler de la question de la tarification du carbone, hein, pour mettre un prix sur la pollution. Le Québec, on est choyé. Depuis 2013, on a le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Donc, nous, on est sur la bourse du carbone. Donc, ça, c'est le marché libre qui se trouve à générer des opportunités pour les entreprises. Mais dans les autres provinces qui n'ont pas ce système-là, il faut procéder par la fiscalité, donc par la taxation.
On était en train d'établir le marché du carbone avec l'Ontario, avec le nouveau gouvernement Ford. Tout ça a tombé. Donc, le gouvernement fédéral a laissé le temps à l'Ontario de réfléchir à ce qu'elle allait faire. L'Ontario a décidé de ne pas bouger. Le fédéral a imposé la taxe. Et la beauté de la chose, c'est que tout ce qui en découle est redonné aux contribuables. Donc, ça devient comme un incitatif si le gouvernement ontarien ne procède pas. La Saskatchewan a contesté ça, mais ça l'a été finalement refusé la semaine dernière. Donc, c'est reconnu comme étant constitutionnel comme taxe. On verra la suite de ça. Mais c'est sûr que la tarification du carbone, elle est fondamentale pour faire réagir les entreprises. Donc, tout ce qui touche vos émissions de gaz à effet de serre, c'est un élément qui est important. Puis, au niveau du Québec, vraiment, les mécanismes sont là. J'ai parlé de la bourse. On a aussi Transition énergétique Québec qui est là. Et ça, c'est très important pour les PME. Là. Transition énergétique Québec, ça a été mis sur pied pour faire en sorte que le Québec atteigne ses cibles en termes d'efficacité énergétique et de réduction de GES. Et il y a une panoplie de programmes de subventions pour vous accompagner dans la transformation de votre modèle. Et tout ça est sur le site de Transition énergétique Québec. Puis je suis sûre que le Conseil québécois, au niveau du développement durable, peut vous appuyer à l'intérieur de ça. Il y a de l'argent disponible pour vous aider. Donc, à l'échelle québécoise, vraiment, là, on a ce qu'il faut. Il y a la volonté. On est en train d'attendre la position au niveau du nouveau gouvernement caquiste, mais on voit que ce gouvernement-là réalise que ça va être incontournable parce qu'il y a des attentes majeures. Ensuite, les consommateurs, hein, en bout de piste, c'est probablement pour une grande part ce pourquoi vous vous levez tous les matins. Donc, excusez-moi, j'ai passé, je suis en train de passer une planche, l'économie circulaire. Ça, vous allez en entendre parler de plus en plus. Le Québec, à l'échelle internationale, est très bien positionné. Les meilleurs experts en économie circulaire sont au Québec. C'est l'Institut québécois là, pour l'environnement, l'économie circulaire et le développement durable. Si un jour vous avez la chance d'inviter Daniel Normandin pour venir vous en jaser aussi. Dans le fond, c'est qu'il faut changer complètement les modes de production. Actuellement, c'est linéaire. Hein? On extrait, on transforme, on vend, on consomme, on jette. Ça ne peut plus fonctionner. Il faut faire en sorte que toutes les matières qui ont déjà été extraites soient remises en circulation pour être réutilisées et qu'on allonge justement la durée de vie de ces matières-là plutôt que d'en extraire de nouvelles. En soi, là, ça ferait l'objet d'une présentation, mais je veux juste vous sensibiliser au fait, intéressez-vous à l'économie circulaire. D'ailleurs, hier, à Victoriaville, cette région-là, la MRC, a mis sur pied une initiative économie circulaire à Tabascal-les-Érables parce que les MRC environnantes et les entreprises ont décidé de travailler ensemble et de se concerter pour voir sur le circuit des entreprises de la région comment, justement, tout ça peut circuler au niveau des ressources. Ce qui est plus bon pour l'un peut être bon pour l'autre, peut être valorisé par un autre. Donc ça, ici, là, c'est un élément extrêmement intéressant pour générer de la prospérité dans une région. Je ne pourrais pas aller plus loin, là, mais je voulais au moins vous faire un petit point là-dessus, ça devient comme incontournable. Alors, les attentes des consommateurs, selon l'Observatoire de la consommation responsable, ils sont les trois principaux. Premièrement, la question des changements climatiques. Ça préoccupe énormément les consommateurs. Ils sont même prêts, dans une proportion à l'échelle canadienne de 59 % à faire certains sacrifices économiques pour que cet enjeu-là soit pris en considération. Au Québec, c'est 78 %. La deuxième préoccupation, c'est la question de l'emploi. Ils estiment à 72 % et ils préfèrent à 72 % les entreprises qui intègrent la responsabilité sociale. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, avec la génération montante, c'est plus quelque chose d'attirant et de le fun là, de dire aux jeunes ou aux employés que vous avez une responsabilité sociale, c'est qu'eux autres, ils en font une condition. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, entre deux entreprises, ils vont choisir celle qui est la plus responsable. Donc, dans une proportion de 72 %. Et le troisième élément, c'est tout ce qui touche à l'économie locale. Les personnes consultées estiment à 81 % que de développer, d'avoir une entreprise avec ce modèle d'affaires éco-responsable va faire en sorte d'amener de la croissance. C'est un marchand de croissance, excusez-moi, 81 %. 79 % estiment que ça va contribuer à l'économie du Québec et 77 % estiment que ça va générer de l'emploi, d'intégrer ces dimensions-là dans le modèle d'affaires des entreprises. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes des consommateurs par rapport à cet élément-là. Maintenant, en termes d'opportunités,
Comme on le mentionnait tout à l'heure, là, nous, Desjardins, on a la volonté d'accompagner les entreprises, puis on a des produits pour le faire. Il y a plusieurs centres d'expertise qui existent au Québec aussi pour vous soutenir. Il y a des programmes de subventions gouvernementaux, comme je le mentionnais. Donc, il y a des opportunités de marché, que ce soit ici au Québec, ailleurs au Canada ou à l'international pour celles qui veulent faire de l'exportation. Si on prend juste le secteur de l'Alberta avec la question du pétrole, ils sont très friands de toutes les technologies propres qui vont leur permettre d'abaisser les impacts environnementaux de leur exploitation en attendant qu'ils transforment elles aussi leur modèle d'affaires. Donc, il y a des opportunités pour ceux qui ont une obligation de réduire leur impact. Et qu'est-ce qui constitue des freins pour les entreprises actuellement de passer à l'action? Parce qu'on s'est aperçu que sur un horizon de quelques années, le pourcentage est moins grand d'entreprises qui l'intègrent. Et les études ont démontré qu'il y a 4 freins principalement. C'est que, on est beaucoup au niveau de la PME. Souvent, c'est un manque de temps, un manque d'information, un manque de ressources et des compétences nécessaires, puis un manque de moyens financiers. C'était vrai il y a quelques années, mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, l'écosystème de soutien au Québec par rapport à ça s'est grandement amélioré. Donc, j'estime que dans le futur, et je vous souhaite d'être la région qui est la plus leader dans le domaine, que les entreprises vont réussir vraiment à aller au-delà de ces freins-là. Les technologies propres, je le mentionnais, c'est un secteur qui est en émergence. De notre côté, Desjardins, premièrement, on est membre d'Ecotech, qui est la grappe industrielle en technologie propre qu'on soutient depuis sa création. C'est une des réalisations de Desjardins. Mais aussi au niveau de tout ce qui touche nos grands investissements en infrastructure. 42 de nos investissements de gré à gré en infrastructure sont des infrastructures d'énergie renouvelable. Desjardins est le plus grand partenaire au Canada de parcs solaires, de parcs éoliens, de petites centrales hydroélectriques. On a encore 4 projets qui sont à l'étude actuellement. Donc, c'est sûr qu'on est en appétit par rapport à ces projets-là et Desjardins se commet. Je vous invite à suivre les activités d'Ecotech. Si vous n'êtes pas membre de cet organisme-là, ce serait une bonne chose parce que, c'est un lieu à la fois de partage d'informations, mais aussi de réseautage entre les demandeurs de technologies propres et les entreprises qui en offrent. Donc, c'est un excellent milieu pour faire des affaires. Alors, en termes de mesures pour accélérer la transition énergétique, entre autres, ce que je vous mentionnais tout à l'heure, sachez qu'au niveau des transports, du bâtiment, de l'évolution des procédés industriels, des technologies propres, des matières résiduelles et de l'innovation, il y a maintenant des programmes spécifiques de soutien sur ces questions-là. La transition énergétique, ici vous avez une citation de Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec, qui est très, très actif d'ailleurs par rapport à ça, qui lance des messages aux entreprises comme de quoi, il faut y aller, c'est incontournable, mais il ne faut pas oublier la main-d'œuvre. On a des gens qui doivent être formés, il y a des gens qui doivent passer à une autre étape dans leur carrière. On doit développer leurs compétences pour qu'elles puissent accéder à ces nouvelles opportunités-là. Donc, ne pas oublier les travailleurs dans tout ce qui touche la transition actuellement écologique et énergétique. Je ne la limiterai pas juste au niveau de l'énergie. Ça va changer des secteurs et des sous-secteurs. Vous voyez, la construction, la rénovation des bâtiments, la géothermie, la biomasse, l'électrification des transports. Donc, ce sont tous des domaines. Prenez juste l'électrification des transports avec les voitures électriques. Est-ce que vous pouvez aller dans n'importe quel garage si jamais vous avez un problème avec votre voiture électrique? Non. Ça veut dire que, en termes de tous les garages qui existent au Québec, il va falloir s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui puisse éventuellement dépanner des gens qui pourraient avoir des enjeux avec leur voiture électrique. Donc, c'est plus que d'avoir des voitures, d'avoir des bornes, il va falloir avoir aussi la main-d'œuvre pour pouvoir les entretenir, pas juste chez le concessionnaire, mais plus largement. Donc, on voit qu'il y a toute une évolution au niveau de la main-d'œuvre. Donc, ce que ça va exiger, c'est de la formation des employés, de la collaboration entre tous les acteurs de la société civile, puis surtout de s'assurer au niveau gouvernemental que la réglementation assure la cohérence par rapport aux objectifs. Donc, chez Desjardins, le développement durable, ça fait partie de notre ADN. Les coopératives, dans les principes, c'est écrit que les coopératives s'engagent dans le développement durable à partir d'orientations adoptées par leurs membres. Et comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu, nous, c'est vraiment notre base qui nous a poussé dans le dos pour qu'on puisse faire plus. Et ça a donné lieu, comme je le mentionnais, en 2005, à l'adoption de notre politique de développement durable.
On est en train, et ça, c'est pas la dernière version, on est en train de s'améliorer parce que le 25 mai, on a un forum de tous les présidents et les directeurs généraux de nos caisses locales pour présenter notre politique, présenter nos positionnements, présenter aussi tout ce qu'on a d'accompli. Vous voyez, à chaque année, on a eu des nouvelles initiatives. Vous n'avez pas à les lire et à les apprendre par cœur. Mais c'était juste pour illustrer, parce que les gens savent peu tout ce que Desjardins a fait pour Desjardins, mais aussi pour soutenir d'autres organisations qui en aident d'autres. Alors, que ce soit les chaires universitaires, les grappes industrielles, les programmes éducatifs, les produits financiers, toutes sortes d'initiatives qui visent à nous permettre de jouer un rôle proactif. Donc, on est dans un long parcours. La beauté de la chose, c'est que depuis 2016, c'est dans notre planification stratégique, quand on regarde les 3 orientations stratégiques du mouvement jusqu'en 2020. La deuxième, affirmer notre distinction coopérative, c'est contribuer à une économie durable et responsable. Pourquoi c'est important, surtout dans un grand groupe, et notamment un groupe financier, d'avoir ça dans le plan stratégique, c'est que c'est à partir des orientations, après ça, que les objectifs se fixent, que les moyens sont alloués, qu'on peut fixer des cibles, qu'on suit les indicateurs, etc. Donc, ça devient intégré vraiment à la stratégie de l'entreprise et nous, c'est là où on en est rendu, de sorte que Desjardins, comment on contribue justement à cette économie durable et responsable. Je vous parle de quelques initiatives là, plus structurantes. Vous avez entendu parler du fonds de 100 millions qui permet à des projets de naître dans toutes les régions du Québec et de l'Ontario. Donc, une contribution spécifique dans les communautés. Toute la question de la contribution à l'électrification des transports, Desjardins avec Hydro-Québec, on a une entente où Desjardins a pris l'engagement d'installer partout dans les régions pour justement rendre accessible l'accès à des bornes électriques, 200 bornes électriques, donc 40 à recharge rapide. C'est un investissement de plus de 10 millions de dollars là, sur 10 ans qu'on fait avec Hydro-Québec et Add Énergie. Add Énergie, si vous ne connaissez pas cette belle petite entreprise, elle est partie d'un projet universitaire. Desjardins a donné 50 000 $ à l'époque pour permettre à M. Tremblay, Louis Tremblay, de partir sa petite business. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui est le fournisseur principal d'Hydro-Québec, mais aussi qui est en train de se déployer partout au Québec, en Ontario et même à l'international maintenant. Donc, vous voyez que 50 000, des fois, ça peut faire un long chemin avec un entrepreneur qui a la détermination de pousser plus loin son modèle avec une vision de lutter contre les changements climatiques. On a développé l'offre verte. Desjardins, c'est l'institution financière qui a le plus de produits financiers alignés sur les principes du développement durable et une bonne proportion alignée sur la lutte au changement climatique, donc qui invite les épargnants ou les prêteurs à adopter, soit pour leur habitation, leur voiture, leur activité commerciale, donc de profiter de conditions favorables pour s'aligner sur ces enjeux-là. On a des partenariats de toutes sortes, je les ai mentionnés tout à l'heure. On s'implique dans les technologies propres et aussi notre chaîne d'approvisionnement. Je vous présente notre approche parce que comme entreprise qui voulait vous inscrire dans une chaîne d'approvisionnement, soit du gouvernement du Québec ou les grands donneurs d'ordre au Québec, vous allez vous faire questionner sur ces éléments-là. D'ailleurs, au Québec, il existe une organisation qui s'appelle l'ECPAR, qui est l'espace de concertation pour les chaînes d'approvisionnement. Donc, les grands donneurs d'ordre se réunissent sous cette organisation-là pour discuter des pratiques d'approvisionnement responsable. Desjardins est aussi à l'origine, avec quelques autres partenaires, la mise sur pied de cette organisation-là. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander dans la chaîne d'approvisionnement? Parce que ma petite feuille est un peu, c'est petit ce qui est écrit sur ma feuille. Donc, premièrement, en termes de, quand on dit précurseur de l'approvisionnement responsable, c'est qu'on s'est doté, d'une politique pour donner un cadre de référence à tout le monde dans l'organisation, mais aussi pour les entreprises qui font affaire avec nous. On a révisé notre catalogue d'objets promotionnels. Si vous produisez aujourd'hui des objets promotionnels pour les grandes organisations et que vous ne vous préoccupez pas de l'enjeu environnemental et social, dites-vous une chose, ça va avoir une fin. Il faut vraiment faire évoluer vos affaires parce que ça, c'est une pratique qui va cesser dans tous les grands donneurs d'ordre. On est membre fondateur, comme je le disais, de l'espace. On a un espace fournisseur, ça fait que sur le web, quand vous voulez devenir un fournisseur de Desjardins, vous avez accès à notre espace fournisseur où vous voyez tout ce qu'on vous offre comme accompagnement, mais aussi comme ce dont on s'est doté comme encadrement.
Il y a le code de conduite des fournisseurs que vous êtes appelés à signer. Nous, on ne pourra pas tout aller vérifier vos chaînes d'approvisionnement respectives, mais on va vous demander d'attester, par ailleurs, que vos pratiques que vous êtes allés vérifier. Donc, à la limite, la sanction, c'est que si jamais on a un scandale quelconque ou on a quelqu'un qui vous dénonce ou quoi que ce soit, là, ça peut amener à la fin d'une relation d'affaires. Ça fait que c'est très important de prendre connaissance de ces codes-là. Puis quand on signe l'attestation, de s'assurer que le travail de vérification a été fait. Et aussi, c'est l'intégration des critères de responsabilité sociale là, dans le choix des fournisseurs, c'est-à-dire dans les appels d'offres. Donc, ce à quoi on va s'arrêter, et je tiens à le mentionner, là, vous allez avoir plusieurs éléments de mentionner là. On ne demande pas le jour 1 à nos fournisseurs d'être impeccables sur tous les éléments. Ce qu'on souhaite, c'est de voir que l'entreprise a le souci puis qu'elle a elle-même entamé une démarche pour améliorer sa propre chaîne d'approvisionnement. C'est que Desjardins va être dans une vision beaucoup plus à moyen et long terme dans la relation d'affaires par rapport à ça que de sanctionner purement et simplement une PME qui fait affaire avec nous, une plus grande entreprise. On va donner le temps aux fournisseurs de s'adapter. Mais ce sur quoi on va vous questionner, c'est au niveau de la gestion de l'organisation. Est-ce que vous avez une gouvernance qui est saine? Votre conseil d'administration, la diversité, vos pratiques de gouvernance, vos divulgations. Donc, gouvernance, éthique et déontologie, comment vous faites la reddition de comptes, comment vous tenez compte aussi de vos parties prenantes. Ça, c'est l'aspect gestion de l'entreprise. Performance environnementale, on va vouloir vous écouter sur comment vous gérez vos impacts environnementaux, vos matières résiduelles, comment vous abordez la question des changements climatiques, donc les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous êtes préoccupé par tout ce qui touche la construction durable, la mobilité durable également? Pour la performance sociale, votre engagement dans la communauté, comment vous traitez vos employés, comment vous assurez la diversité au sein de vos équipes, comment vous vous préoccupez de la santé et de la sécurité au travail pour vos employés. Et finalement, par rapport à la performance économique, bien, on a vraiment un œil attentif à tout ce qui touche aussi les entreprises, l'économie sociale, le fait que ce soit une entreprise locale, le fait que vous ayez vous-même une chaîne d'approvisionnement responsable. Donc, c'est les thèmes sur lesquels on va vous questionner. Et ça, je vais vous dire, là, quand on regarde tous les grands donneurs d'ordre au Québec, là, on s'entend là-dessus. Ça veut dire que nécessairement, il faut que vous ayez ça à l'esprit quand vous voulez prendre part à une chaîne d'approvisionnement d'un grand donneur d'ordre, mais ça va être le cas aussi pour les grandes entreprises nationales et internationales. Donc, je voulais faire le point là-dessus parce que je pense que c'est un sujet de préoccupation aussi du Centre québécois là, en développement durable. Donc, pour nous, ce qu'on souhaite, c'est d'encourager la transition énergétique et la façon dont on va s'y prendre, c'est vraiment, d'adhérer aux objectifs de l'accord de Paris. On est une des grandes organisations au Canada. Je n'ai pas entendu ou vu d'articles disant qu'il y avait d'autres entreprises qui l'avaient fait. Nous, on a pris le taureau par les cornes. On s'est dit, OK, il y a un accord de Paris. Premièrement, c'est les États qui doivent s'engager, mais les entreprises doivent le faire aussi. Comment nous, on va s'engager pour donner de la perspective à tous ceux qui ont des attentes envers Desjardins? Donc, on a pris ça comme cadre de référence. On s'est assuré que toute l'équipe de direction était d'accord avec ça. Et ce à quoi on est arrivé comme positionnement, c'est défendu maintenant par le conseil d'administration, le comité de la haute direction et toutes les équipes qui soutiennent le positionnement. Ce qu'on veut, c'est de s'inscrire dans une perspective de transition pour maintenir ce qu'on appelle nos levées d'action. On est beaucoup sollicité actuellement pour qu'on s'exclue de secteurs industriels. Il y a des gens qui nous disent, vous devriez vous exclure de ceci, vous devriez vous exclure de cela. Quand on parle de transition, ça veut dire qu'il faut donner le temps à ces industries-là de s'adapter, mais surtout, puis c'est pour ça qu'on parle maintenant de transition énergétique juste, le mot juste, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut tenir compte des travailleurs qui sont là, il faut leur donner le temps de s'adapter, puis les communautés qui peuvent être dépendantes d'une de ces industries-là. Donc, on peut dire, le Québec, nous, on est parfait, on est propre, on est aux énergies renouvelables, puis les autres sont sales parce qu'ils sont dans le pétrole, etc. Si on était né en Alberta, on ne tiendrait pas le même discours. Quand on parle de développement durable et d'équité, quand on parle de transition énergétique juste, ça veut dire qu'il faut qu'on permette à toutes les régions, à quelque part, même à l'échelle canadienne, même à l'échelle internationale, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, nous, on s'inscrit dans une transition énergétique juste, mais ce qu'on a fait par ailleurs, c'est que si on va dans ces industries-là,
on applique des grilles qu'on appelle les grilles ESG, environnement, société et gouvernance. Et si ces entreprises-là qui sont dans des industries polluantes ne rencontrent pas nos standards dans nos grilles par rapport à leur performance, on va tout simplement décider de ne pas saisir cette opportunité d'affaires-là. Et c'est déjà, après 1 an, on a déjà écarté certaines opportunités parce que ça ne rentrait pas dans nos critères. Donc, c'est ça de s'inscrire dans une transition. On préfère rester, nous, dans l'organisation et de faire, je dirais, de la finance engagée, intervenir auprès des directions d'entreprise, exiger l'amélioration de pratiques, puis si c'est nécessaire, de voter. Puis si jamais on n'est pas satisfait, on pourra toujours se retirer, que ce soit en termes de financement ou d'actionnariat. On veut mobiliser nos parties prenantes, assurer la cohérence à travers le groupe. Desjardins s'est doté d'un comité d'orientation ESG, où sont présents les VP des secteurs d'affaires et des fonctions, gestion de risque, finance, etc. Et on propose des positionnements mouvement à la haute direction et au conseil d'administration. Ça fait que le pire qui pourrait nous arriver, nous, c'est que la main gauche ne dise pas la même chose que la main droite. Donc maintenant, on a des mécanismes pour assurer la cohérence à l'intérieur du groupe. Et on a, je n'irai pas dans le détail, mais on a plusieurs exercices et divulgations là, de nos pratiques à l'échelle internationale. Donc, notre grand positionnement sur l'accord de Paris, 4 grandes initiatives. Intégration dans le modèle d'affaires, ça veut dire placement, investissement, financement, assurance. Dans tout le développement de nos affaires, on intègre les facteurs ESG. Et ça va être un travail de longue haleine. On a déjà 1 an de fait, déjà ça porte ses fruits. Premièrement, on est carboneutre. Donc, Desjardins, on a un bilan de carbone. En 2017, on a émis 46 000 tonnes de gaz à effet de serre générés par l'énergie de nos bâtiments, le transport de nos employés et le papier. On a compensé en achetant des crédits carbone d'initiatives en Colombie-Britannique avec les Premières Nations, en Ontario pour un projet de conservation et au Québec sur des initiatives, 3-4 initiatives dans le domaine scolaire et dans le domaine des matières résiduelles et pour notre beau petit programme de la bourse scolaire. Donc, Desjardins est carboneutre et d'année en année, on va compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet. Ça veut dire que toutes les équipes sont motivées à réduire les émissions pour aussi réduire la facture d'acquisition de crédits carbone et on est en train de fixer la cible pour 2024 de réduction de gaz à effet de serre. Troisième grande initiative, c'est l'investissement dans les énergies renouvelables. Je vous le mentionnais tout à l'heure, on a 1,2 milliard dans les infrastructures d'énergie renouvelable. On est le leader canadien dans le domaine et diminution de notre empreinte carbone dans la gestion de nos fonds propres. Donc, tous les actifs qu'on détient, les équipes de gestion, c'est immense, là, c'est des dizaines de milliards de dollars, s'appliquent une cible de réduire d'ici 2020, ce qui est demain matin, pratiquement, l'empreinte carbonique de notre portefeuille de moins 25 %. Ça veut dire que si on garde en portefeuille des entreprises qui sont polluantes et qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, en contrepartie, dans la gestion du portefeuille, on doit acquérir des titres où vraiment les entreprises ont un très, très faible indice d'émissions de gaz à effet de serre pour arriver, c'est le double, pour arriver à moins 25 % de réduction de l'empreinte carbone de la gestion de nos fonds propres. Donc, c'est une cible extrêmement ambitieuse là, dans le contexte de la gestion des fonds propres du mouvement Desjardins. Donc, c'est un peu ça, l'histoire que je voulais vous raconter ce matin. Le but, c'était vraiment peut-être de piquer votre curiosité, de vous donner certains points de référence qui vont vous permettre d'approfondir votre réflexion, d'aller chercher de l'aide. Nous, Desjardins, bien entendu, on est là aussi pour vous appuyer dans le cadre de notre rôle d'institution financière. On a tout ce qu'il faut pour vous appuyer. Merci.